Eh bien, salut à tous, c'est Sylvain pour Star Wars en direct pour cet, épisode, interview. Je vais, interviewer quelques personnes pour la sortie du roman, Le Dernier Ordre, qui sort, le 4 décembre chez Pocket et ce thème d'interview, ce sera la traduction. Donc pour les éditeurs qui nous suivent depuis déjà pas mal de temps, vous imaginez bien, que vous connaissez plutôt, les personnes que j'ai interviewées, parce qu'elles sont venues, assez souvent. Donc la première, c'est Lucie Gallio. Ça va? Salut, bonjour à tous. Et la seconde, que vous connaissez sûrement sous un pseudonyme, mais qui là vient, sous son vrai nom, parce que c'est elle qui a traduit le roman. C'est Lucille, ça va? Salut, ça va? Et juste petite précision, c'est un roman qu'on a traduit à 4 mains et à 2 Lucille. Et oui, et je sais que nos amis, donc Francis, Jean et Philippe, ont déjà fait la critique du livre, mais cette interview, c'est vraiment pour parler de comment c'est-il qu'on fait pour traduire un roman et surtout un roman Star Wars. Donc on se lance les filles? C'est parti. Alors, donc le roman, il sort le 4, c'est Le Dernier Ordre et là je vais avoir besoin de vous pour prononcer le nom et le nom de famille et le prénom correct de l'auteur sans bugger, parce que l'un de vous peut le dire. C'est Kwame Mbalia. Comme ça s'écrit, ça se prononce. Oui, c'est pas un truc à dire à un dyslexique, ça marche pas. Donc, c'est son premier roman Star Wars, mais c'est pas son premier roman. Le roman fait 435 pages en français et vous avez tapé un speedrun puisqu'il est sorti en VO en octobre, je crois, et qui sort en VF le 4 décembre. Donc déjà, première question, comment vous avez fait? On a triché, on n'a pas attendu que le livre sorte pour le traduire. Ouais, Oh, c'était fou. parce que sinon, Ouais, ça voudrait dire que là, t'imagines on serait 5 au bout du run, semaines? là. Ouais. On a eu 3 jours pour le traduire. Non, alors, on peut obtenir, de toute façon, de manière générale, on récupère les textes plus tôt que leur sortie, heureusement. Ça nous permet en général d'avoir, je dirais, 2-3 mois d'avance par rapport à la publication. Ouais, 2 mois. C'est pas si long que ça. 2 mois max. Et là, en fait, je savais que le texte était prêt. Il y avait eu un petit décalage au niveau de la publication américaine, donc je savais que en fait le texte était prêt, c'était juste un décalage lié au planning des autres parutions américaines. Donc il y avait des chances pour que le texte soit déjà prêt, qu'on puisse le demander un petit peu en avance, avec l'idée de le sortir en 2025 et non pas en 2026 comme ça aurait été normalement le cas avec un titre sorti en octobre aux États-Unis. Pourquoi le sortir en 2025? Parce qu'on voulait vraiment l'avoir pour les 10 ans du Réveil de la Force, qui est ce mois-ci, là, au mois de décembre 2025, c'est les 10 ans. Et du coup, ce titre-là, j'avais vraiment envie de le sortir à cette occasion. Et donc, la seule solution, c'était de traduire très très vite. En général, c'est ce qu'on avait fait aussi pour La Lumière des Jedi. On l'avait publié très rapidement après, un petit peu moins rapide, c'était 2 mois et pas 1 mois et demi. Mais l'idée, c'était aussi de se mettre à plusieurs traducteurs. Donc voilà, les deux techniques, ça a été d'écrire régulièrement à Disney en leur demandant, enfin à Lucasfilm, quand est-ce que le texte est prêt? Ça y est, il est prêt? Ça y est, vous pouvez me l'envoyer? Allez, allez. Voilà. Donc de Et, harceler Disney. voilà. Et on a eu la très bonne surprise une fois où ils nous ont envoyé la couverture et en fait, il y avait le texte avec. Donc, Ah, j'ai ils te fait sont ouais. trompés, en fait. Non, non. Donc, après, on a eu un petit doute avec Lucille à savoir si c'était bien le texte définitif final, quoi, parce que parfois ça arrive qu'il y ait plusieurs
vague d'édition du texte qui se succèdent. Donc voilà, non, on nous a bien confirmé, c'est le texte final. Et donc là, on a pu s'y mettre. Et voilà. Justement, quand, tu as dit comment vous déterminez le choix d'un roman à traduire? C'est parce que vous avez eu le texte en VO et qui vous a plu? Ou parce qu'il y a des dates, anniversaires à respecter? Ou c'est simplement, il y en a 3 qui sont prêts à être traduits et c'est plouf plouf? Alors, c'est très, très rare que j'ai le temps de lire le livre en VO avant de choisir de le mettre dans mon programme. Ou alors, il faut que ça soit un livre qui soit ancien, qu'on ait mis de côté pendant un temps. Et là, parfois, je l'aurais lu pour pouvoir le mettre après dans le programme, mais c'est pas. Il vaut mieux en fait que ça soit frais. Donc, en général, j'ai pas eu le temps de le lire. Il y a peut-être juste La Lumière des Jedi où j'ai pu le lire bien avant qu'on commence, enfin que ça soit annoncé dans le planning. Mais sinon, c'était le seul. Donc, non, non, en général, on les a pas lus. En revanche, ça peut nous arriver. Moi, ça m'arrive d'avoir lu des critiques des tout premiers lecteurs. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand les livres sortent, moi, je suis déjà en train de lire et de faire de l'édition d'autres livres, en fait. Donc, il me reste peu de temps pour lire les nouveautés qui viennent de sortir. C'est d'ailleurs une de mes tragédies. C'est que, par exemple, Master of Evil, je l'ai, je pourrais le lire, je pouvais même le lire avant qu'il soit sorti en France, enfin aux États-Unis, pardon. Et en fait, je peux pas le lire parce que j'ai d'autres choses à faire qui sont plus urgentes. Donc ça, c'est un peu terrible. Et en Ouais, plus, comme tu je pas le lis, temps de lire, en fait. ben non, bien en fait, c'est sur ordi, donc Ouais. c'est vrai que le soir te mettre dans ton pieu avec l'ordinateur, c'est bon, bof. Je préfère avoir un vrai bouquin entre les mains. Ouais, je confirme puisque alors pour être honnête, vous m'avez envoyé le PDF de la version, française, mais j'attends quand même mon exemplaire, hein, avec vos dédicaces, parce qu'il y a pas de raison. Mais c'est vrai que la lecture sur tablette, déjà ma tablette est assez lourde en fait parce que j'ai un truc de protection en plus qui est aimanté. Donc j'ai dû la bazarder cette protection, sinon le truc pèse. J'ai l'impression de tenir dans la main 2 kilos de métal et vraiment la lecture de plusieurs centaines de pages sur un écran, moi c'est pas mon truc, hein. Filez-moi ça. Ça, c'est pratique et je vous le fais en un après-midi. Sinon, il y a des petites choses qui s'appellent des liseuses. Voilà. Oui, mais non. Écoute, c'est vachement bien pour lire en numérique beaucoup plus qu'un écran. T'as pas l'impression de lire un écran. Alors, t'as pas l'impression de lire du papier, mais t'as pas l'impression de lire un écran. T'as pas la même fatigue et c'est ultra léger. Et c'est pas bien Je dis cher. ça, je dis rien. Eh ben, je te piquerai ça pour tester. Bah tiens, Luce, oui, alors, oui, on se connaît déjà tous les trois. Elles s'appellent toutes les deux Lucille, mais Lucille Boutancourt, on se connaît depuis 20 ans, donc c'est pas Lucille, c'est Luce, hein, et venez pas nous enquiquiner. Puis bah, Lucille, c'est Lucille. Mais Parce que justement, Luce, sinon, ouais, ouais, sinon je vais pas m'en sortir, moi. c'est ça. Mais personne va s'en sortir. C'est ça. Bah, justement, Luce, comment tu t'es retrouvé à traduire du Star Wars? Parce que la dernière fois qu'on avait parlé, toi, t'étais plus dans les rouquines magiciennes et les loups-garous. Donc, comment tu t'es trouvé à traduire du Star Wars et ça fait quoi de traduire du Star Wars quand tu fais partie de la commu Star Wars? Alors, donc 2 questions d'une. Alors déjà, pour répondre à ta première question, je me suis vachement entraînée au Jedi Mind Trick à chaque fois que je croisais Lucille en convention et ça a porté ses fruits. Alors je plaisante, bien évidemment. Avec donc Lucille Gallio, on s'est pas mal croisés en convention. On a fait quelques émissions sur la Haute République ensemble, etc. Et puis, comme tu l'as dit, je suis traductrice, donc un jour, j'ai quand même osé lui laisser ma carte en disant, voilà, si jamais j'aimerais bien traduire du Star Wars. Et puis Lucille, elle m'a fait passer des tests de traduction, puis visiblement, je les ai réussis, puisque elle m'a proposé un jour, voilà, qu'on fasse cette traduction en tandem, donc du Last Order.
Donc j'ai encore pour l'instant que en VO, mais j'attends la belle VF très très prochainement. Voilà, donc ça c'était pour la première partie de ta question. Et pour la deuxième partie, c'est en gros voilà. C'est assez incroyable en fait. Tu vois, si je revenais en arrière et je disais à celle que j'étais quand j'avais 14, 15 ans et que j'ai commencé à lire des livres Star Wars en VO parce que j'avais la flemme et l'impatience totale d'attendre la VF, que un jour ce serait moi qui en traduirais, t'aurais dit mais t'es malade. Donc non, c'est excellent, c'est un gros challenge. Parce qu'il faut savoir, mais là Lucille en parlerait bien mieux que moi, il y a quand même il y a un très gros cadre à respecter, parce que il y a tout le glossaire, il y a toute la charte, il y a tout ce boulot énorme que Lucille Gallio a fait quand elle a repris les rênes de la collection Star Wars, qui est un truc absolument génial pour les traducteurs, hein. Je trouve que ça nous donne un cadre et en même temps ça nous canalise, ça nous aide, parce qu'on a un glossaire auquel se référer pour tous les termes, donc on va pas chacun dans son coin inventer sa propre traduction de tel et tel terme. Il y a une traduction, on s'y réfère. Il y a toute la charte pour savoir à quel mot on met des majuscules, à quel mot on met des chiffres romains ou des chiffres arabes. Enfin, voilà, tout ça paraît énorme, c'est un gros truc à digérer et à intégrer dans sa traduction, mais ça donne aussi ce sentiment assez incroyable de faire partir, d'être cette petite brique en plus dans l'aventure. Enfin, c'est pas quelque chose. Jusque-là, moi, j'ai traduit des trucs dans mon coin c'était moi qui démarrais une série, donc il y avait pas, j'avais pas à me baser sur le travail de plein d'autres. Et là, tu as vraiment l'impression que tu mets ta petite pierre à l'édifice. C'est assez incroyable comme sensation. C'est vraiment génial. Forcément, moi, ça me parle parce que c'est exactement ce que j'ai vécu il y a maintenant 10 ans, quand j'ai rejoint l'équipe de Pocket en tant que traductrice. J'ai eu les mêmes sensations que toi, voilà. L'impression, en effet, de pouvoir participer à tout petitement, mais de pouvoir participer à l'édifice complet. Et ça, c'était très, très agréable, d'autant qu'on est, toi et moi, des lectrices de la première heure dans notre adolescence. Donc, ça parle aussi à notre moi ado. Voilà. Alors, en fait, moi, quand je suis arrivée, il y avait dans l'équipe de traduction des vieux roublards qui étaient là depuis des décennies. Certains sont restés, d'autres sont partis. Mais voilà, donc j'en ai gardé... J'en ai gardé pas mal. Yes. J'en ai gardé pas mal dans l'équipe. Enfin, c'est eux-mêmes qui ont voulu continuer l'aventure. Et puis, j'en ai rajouté des petits nouveaux par-ci, par-là qui viennent. Et voilà. Et c'était vrai que pour Lucille, ça s'est très bien présenté, ce livre The Last Order, parce que il était court. C'est du Wayet. Comment ça, court? Il fait 460 pages. Oh non, c'est super court. Enfin, tu rigoles, t'as vu Le Masque de la Peur, combien de pages il fait? Et puis c'est... Ouais, non. Si, il est très court. 460 pages, c'est court. Oh là là. Oh bah oui. Ouais. T'as peut-être les Darkbane qui sont plus courts, mais sinon, il n'y en a pas beaucoup. Puis après, t'as les Wayet de manière générale, ça peut être des titres comme ça, un peu courts. Mais voilà, c'est vachement... Ça tombait très bien pour pouvoir faire un premier essai, un premier galop d'essai pour Lucille. C'est à la fois qu'il soit court et puis qu'on puisse travailler ça à deux. Donc, de toute façon, moi, ouais. Pour réduire la pression qu'il y a sur ses épaules ou pour vérifier qu'elle fait pas de conneries? Ouais, alors, pas de conneries, non, c'est pas ça, mais en fait, comme je disais, je suis passée par là, je sais très bien qu'il y a tout un rodage à faire au début pour déjà correspondre à ce que l'éditeur attend de nous. D'une maison d'édition à l'autre, on va avoir des règles différentes, rien que au niveau de la forme. Donc, il y a ça. Il y a aussi ce que disait Lucie par rapport à la charte, qui est une charte qui est vraiment spécifique à Star Wars, donc il faut suivre, qui ne sont pas du tout les règles habituelles
du français. Tu vois, par exemple, les majuscules, on met des majuscules avant, sur les titres des personnages avant leur nom. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne fait pas en français normalement. Et ça a été établi comme ça pour Star Wars. Donc, il y a tout ça à intégrer. Et puis après, il y a tout un, comment dire, un équilibre à trouver dans la façon dont on écrit Star Wars aujourd'hui, au niveau du niveau de langue, au niveau de la façon dont les personnages se parlent les uns aux autres. Et ça, en fait, d'une époque à une autre de la traduction de Star Wars, ça aura pu être différent. Et par exemple, on est en train de rééditer la série des X-Wing et on voit bien que c'était une époque où on écrivait, où on traduisait de manière très différente à aujourd'hui. Donc il y a tout un rodage à faire pour correspondre à ce que l'éditeur attend de nous quand on commence en traduction pour la première fois avec un éditeur. Et ça peut être un peu impressionnant, et puis on n'arrive pas du premier coup, et c'est tout à fait normal. Et donc du coup, c'est bien quand on travaille en tandem, parce qu'on va pouvoir... je pouvais la reprendre sur quelques petits trucs, et hop, les pages suivantes, les chapitres suivants, c'était bon. Elle avait capté. Donc c'était très bien de faire comme ça. Et puis j'espère qu'elle pourra avoir des livres entiers très rapidement. Voilà. Donc du coup, là, c'était la bonne méthode pour commencer. Et voilà, parce que après, l'amitié et le fait d'être fan ne fait pas tout. Il faut aussi faire ses preuves. Et parce qu'il y a plein de gens qui travaillent derrière une traduction. En fait, ça ne s'arrête pas à un moment où le traducteur rend son travail. Oui, moi, en tant que directrice de collection, je relis tous les livres et je fais une prépa de copie, c'est-à-dire que je vais retravailler un peu le texte, que je soumets ensuite aussi au traducteur, qui va le valider ou pas. Et il va y avoir une discussion, un échange là-dessus. Il y a aussi un autre relecteur technique qui est Renaud, qui lui aussi va faire des petites corrections. Donc, et si le travail n'est pas bien fait dès la traduction, ou s'il est mal fait, en fait, c'est le travail de tous ces gens-là qui est démultiplié. Idem pour la correctrice orthotypo, donc celle qui corrige les fautes d'orthographe et les syntaxes un peu maladroites. Idem pour ceux qui vont ensuite intégrer ces corrections. Donc, en fait, si on a un traducteur qui n'est pas à la hauteur, et ben, tous ces gens-là vont avoir beaucoup plus de travail. Et donc, c'est les traducteurs qui restent dans l'équipe, c'est des traducteurs qui sont rodés, qui connaissent très bien la charte, ou qui ont aussi un passé avec Star Wars. Je pense à Thierry Arson, par exemple, qui est là depuis, je crois qu'il a traduit La Menace Fantôme au moment de la sortie. Donc, voilà, il est là depuis quelques temps. Il est vieux, donc. Eh ben oui. Il n'est pas jeune. Et Thierry, voilà, c'est quelqu'un de très chouette et qui a traduit des centaines de romans, qui est surtout une machine à traduire extrêmement rapide. Et voilà, et qui a traduit du Star Wars depuis des décennies. Donc voilà, après, chacun a un peu sa spécificité aussi dans l'équipe de traducteurs, à ses talents spécifiques. Et du coup, quand je choisis dans le programme les livres que je vais publier, je sais en général à qui je vais les confier. Je me dis, ah oui, alors ça c'est parfait pour Sandy, ça c'est parfait pour Julien. Particuliers. Voilà, des thèmes, des façons d'écrire aussi, les auteurs, le style d'écriture de l'auteur va correspondre parfaitement. Si je sais qu'il y a beaucoup de jeux de mots à faire ou des choses comme ça, je sais que je vais le refiler à Sandy, il va tout de suite me trouver. Sandy Julien, c'est lui qui a, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Munchkin. Et c'est lui c'est un jeu de cartes qui est en fait un jeu de rôle très simplifié et qu'on joue avec des cartes. Et en fait, c'est un jeu où il y a énormément de jeux de mots sur toutes les cartes. C'est hilarant. Et tu ne pouvais pas les traduire littéralement. Et c'est Sandy qui a traduit ça. Quand j'ai découvert que c'était lui, j'étais là, mais non. Ah, je savais même pas. En plus, je suis en train de regarder. Justement, vous en avez commencé à en parler, mais comment ça se traduit un livre d'une façon générale, et comment dans un roman avec un lore particulier, type pas simplement Star Wars, mais j'imagine d'autres types de romans,
comment les passages, les trucs intraduisibles à coups de lore, les jeux de mots dans une autre langue et les termes spécifiques à ce lore-là, comment ça se traduit? Tu parlais du glossaire de tous les termes. J'imagine il n'y a pas juste les termes techniques, parce que j'ai toujours El Famoso hélicoptère de combat dans le premier livre, République Commando. Il a fallu attendre 2020 et des cacahuètes pour que ce soit transformé en canonnière, ce truc-là. Donc, comment on évite ce genre d'erreur et comment, finalement, ça se traduit en bouquin avec autant de lore que ça? Il faut des traducteurs qui s'y connaissent un minimum, d'où l'intérêt aussi d'aller piocher dans le vivier des fans et de trouver des fans qui soient aussi talentueux dans la traduction. C'est vrai que ça, c'est aussi un gros gain de temps. Et de fait, les traducteurs que j'ai aujourd'hui dans l'équipe sont tous des fans de Star Wars. Thierry, lui, n'était pas forcément un fan de Star Wars, mais il est devenu expert à force de traduire des romans Star Wars. Mais c'était un peu comme ça, je pense, autrefois. La plupart des traducteurs connaissaient peu l'univers. Et c'est pour ça qu'on s'en rend compte quand on retravaille dans les rééditions, on retravaille les textes. On se rend compte que les traducteurs ou les éditeurs qui travaillaient ensuite sur les textes ne connaissaient pas vraiment l'univers et se rendaient pas compte qu'il y avait une référence cachée à telle ou telle chose, que ce mot avait déjà été traduit dans un livre précédent, etc. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place un glossaire en arrivant, parce que moi, quand je traduisais du Star Wars pour la bibliothèque verte, c'est là où j'ai commencé, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de glossaire spécifique qui nous était donné en tant que traducteur. Et quand je suis arrivée chez Pocket, là non plus. Et en fait, les glossaires, c'était ceux des traducteurs, et donc chacun avait un glossaire différent. C'est pratique, ça. Et voilà, et après, il y avait ceux qui étaient sérieux, qui faisaient des recherches, et puis d'autres qui ne les faisaient pas, et il n'y avait pas forcément de vérification derrière, ou alors une vérification qui était assez légère. Du coup, quand je suis arrivée, j'ai mis en place un glossaire que j'ai fait valider par Disney et qui a été établi comme glossaire de base, normalement pour tous les éditeurs. Et il y avait, 3000 termes dedans. C'était vraiment un glossaire de base, c'était pas énorme. Et en fait, ce glossaire, nous, on le remplit à chaque nouvelle traduction, chaque nouveau roman qui sort. Il y a à peu près 100-150 nouveaux mots qui rejoignent ce glossaire-là. Et voilà, et c'est un glossaire en ligne dont le lien est donné à chacun des traducteurs qui rejoint l'équipe. Et ça permet que tout le monde travaille sur la même base. Donc ça, c'est déjà très utile. Et après, l'autre outil qu'on utilise beaucoup, c'est Wikipédia. Et ça, c'est l'encyclopédie officielle, donc. C'est ça, l'encyclopédie, la wiki des Wookiees, donc la wiki Star Wars. Et en fait, là, c'est extrêmement précieux parce que tu as pratiquement une fiche par terme qui existe dans l'univers Star Wars, c'est complètement dingue. Et surtout, dans cette fiche, tu es indiqué où sont les précédentes occurrences de ce terme, dans quel roman. Alors, ils ne te disent pas la page et le chapitre, c'est dommage, parfois ça pourrait être utile. J'avoue. Tu peux gagner 2-3 heures comme ça. J'avoue. T'imagines s'ils devaient reprendre toutes les fiches pour rajouter cette info. L'horreur. Donc, tu demandes à une IA, je suis sûr qu'en 5 minutes, ça te le fait. De chercher à quel endroit, ouais. Alors, du coup, non, mais il y a une chose merveilleuse, j'ai accès à comment ça s'appelle, un portail Disney, enfin Lucasfilm, où j'ai accès à tous les romans Star Wars en anglais, et du coup, je peux faire une recherche par terme. Ça, c'est très pratique. En base def. Bon, allez, on va mettre Mais c'est uniquement pour le travail. Oui, bien sûr. Bon, bref, et du coup, tu peux chercher où se situe ce mot, chercher comment il a été traduit du coup en français, si tu as le livre dans ta bibliothèque. Ou alors, exactement ça. Ou si tu l'as pas, tu le vas demander à des fans sur un site internet, s'ils ont le bouquin en question. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on retrouve des vieux termes qui n'étaient pas encore dans le glossaire.
Et voilà. Et sachant que souvent, les termes ont plusieurs traductions possibles. Donc après, il faut choisir entre les différentes traductions et puis établir celle qui sera officielle à partir de maintenant. Voilà. En gros, tu vois, c'est ça la traduction. Et c'est un travail un peu d'archéologue. Moi, j'aime bien toujours comparer ça parce que moi, j'adore. C'est vraiment la partie que je trouve passionnante dans ce travail-là. Surtout avec Star Wars, parce que tu te retrouves à feuilleter tes livres de... je les ai à mes pieds, c'est pour ça que je regarde par terre, mais tes livres de référence sur les véhicules et les lieux voilà, de la saga, avec les trucs en coupe où ils t'écrivent des trucs inintéressants ou très drôles, et puis tu as un petit terme technique qui pouit, sort là, et ça y est, c'est celui-là dont tu avais besoin justement. Donc c'est extrêmement chronophage également, hein, Lucille? Oui, clairement. Donc quand tu as Clairement, un mais mois c'est et demi comme pour traduire un livre, c'est compliqué. c'est pour ça que les ressources en ligne sont quand même, vachement bien, parce que je me souviens, j'ai eu à trouver un terme, alors je l'ai noté quelque part, je me souviens plus, mais qui a été traduit une fois et c'était dans la trilogie corellienne. Donc il a fallu que j'aille chercher dans la VO, bah, voilà, où est-ce qu'il se situait à peu près quel chapitre, parce que j'avais pas du tout le temps de me refaire, bah, toute la trilogie corellienne et même ne serait-ce qu'un roman. OK, c'est tel chapitre, bon, bah, on lit en français, en biais et cetera. Ah! Il est là! Il a été traduit! Oh super! Mais oui, effectivement, tu Et c'est là que passes tu un te peu rends compte de... qu'en fait, le traducteur, il a mis un pauvre mot générique au lieu Non, de mettre le terme technique. le pire, c'est quand tu as fini par retrouver à quel endroit c'était et qu'en fait, le ou la traductrice a fait une espèce de pirouette périphrase pour éviter d'avoir à traduire un mot. C'est ça. Oh, oh non, c'est pas sympa, c'était pas cool là. Bah, c'est mieux que d'avoir une traduction pourrie et que tu es obligé de suivre parce qu'il y a Oui, déjà eu oui, mais une t'avoues que c'est quand occurrence même avant. frustrant au bout de plusieurs, des fois Ouais. 1 heure, 2 heures de recherche. T'arrives au bout, tu sais le Graal et ah non, tant pis. Bon, mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Mais c'est vrai que ça fait partie du côté, fun de la traduction, parce que c'est quand même, quelque chose sinon qui est assez, monotone, et donc tu viens briser la monotonie en faisant ce petit travail, donc bah, ça peut être, comment, te lancer le DVD pour, voir dans quelle scène, alors si les gens ils se tutoient ou ils se vouvoient parce que tu te souviens plus, avec le piège de laisser la scène défiler et dire: «Ah non, faut que je retourne travailler, regarde pas le film». Ça, c'est un vrai piège. Mais c'est, et c'est là où effectivement, le côté, connaître Star Wars est très intéressant, parce qu'on sait tout de suite où chercher. On a des rappels: «Ah ouais, tel personnage, je sais qu'on le voit dans, tel film, tel bouquin et cetera, donc je vais peut-être aller chercher par là». Enfin, ça nous donne une grosse longueur d'avance par rapport à quelqu'un, qui sait juste que, Vador, c'est le père de Luke, quoi. Oui, ou même des Pour références, en caricaturer. fait, des petites phrases, en fait, qui, pour une personne lambda, va pas du tout faire tilter. Et nous, on sait, ah, mais cette phrase exactement a été dite par Han Solo dans Empire contre-attaque. Non, mais attends, donc tu vas Voilà. aller rechercher exactement comment ça a été traduit. Et voilà. Et donc, les jeux de mots dont tu parlais tout à l'heure, voilà, c'est des choses, en effet, on va avoir à cœur de les retranscrire si ça a déjà été fait. I have a bad feeling about this. Tu vois, essayer de le traduire, là, sachant qu'en français, elle a été traduite de manière différente dans les films. Donc, un coup, tu mets une traduction, un coup, tu mets une autre. Tu as tout cela ne me dit rien qui vaille. Et puis, tu as. Attends, c'est quoi l'autre J'ai un mauvais pressentiment. J'ai un mauvais pressentiment. C'est ça. Donc, si tu veux être plus dans le côté canaille de Han Solo, tu vas dire tout cela ne me dit rien qui vaille. Ou, voilà. Bon, et après. Tu joues avec ça et t'espères en fait que les lecteurs ils vont repérer aussi la référence, le petit clin d'œil, et que ça va leur plaire. Après, parfois ça reste invisible, et puis c'est pas grave. Peut-être que si on l'avait pas suivi, ils l'auraient vu, si on n'avait pas été fidèle. Mais c'est pas toujours fait pour être vu. Mais en fait, c'est ça ce qui participe aussi à donner l'impression qu'on est dans un Star Wars. C'est toutes ces petites choses de réutiliser les termes. Voilà, destroyer stellaire, enfin voilà, des trucs comme ça te sort du livre si tu utilises un autre terme. Hélicoptère de combat.
Par exemple. Il va Mais pas en démordre. vraiment, je pense Ah oui, que... c'était la page 4 aussi du roman, c'est pas ma faute. Mais pour défendre un peu Thierry Arson, parce que c'était Thierry, en fait, à cette époque-là, on n'avait pas The Clone Wars, il me semble, ou alors c'était pas Ouais, aussi... on Et va pas se la relancer dans le canonnière, débat. Le truc, c'est qu'en la anglais, c'est canonnière qui est République super Gunship. connue à cette Et époque-là, Gunship, c'est canonnière. Donc, ouais, je vois. mais il y a d'autres termes qui se traduisent aussi par canonnière dans le même livre. Et du coup, il l'avait traduit aussi par canonnière. Donc après, moi, quand j'ai voulu corriger ça, je me suis dit, ah, mais attends, il y a d'autres moments où... Et à un moment, il y a un canonnière contre canonnière, sauf que c'est deux termes différents en anglais. Et comment tu fais là? Donc, il fallait trouver des solutions. Ouais, mais c'est un terme militaire. Donc, Oui, mais l'autre aussi. Et puis hélicoptère de combat, non, désolé, mais il n'y a pas d'Apache ou il n'y a pas de tigre dans Star Wars, donc ça va pas. Sauf que la tronche de la canonnière, c'est vraiment l'hélicoptère de combat des Américains quand ils sont allés au Vietnam, tu vois. C'est vraiment le truc, quoi. Donc, pour moi, c'est pas surprenant qu'il... Tu vas voir, c'est pas un hélicoptère. Mais non, mais il va pas en démordre. Il n'y a pas d'hélice, on est d'accord. Du coup, Oui, ça y a pas manque d'hélice. le côté hélice. Mais c'est la tronche vraiment d'un... C'est pas un UA. C'est pas un UA, donc non, ça va pas. Thierry, c'est pas bien ce que tu as fait. En tout cas, voilà, les traducteurs, sachez que nous, on n'a pas accès au côté visuel quand on est dans un livre, et que si, en effet, on n'est pas des fans avec les références visuelles parce qu'on a vu telle série, tel machin, parfois, ça peut être difficile de savoir à quoi on fait référence et comment bien le traduire. On a perdu Sylvain. Non, je m'étrangle. Justement, autre petite question sur la traduction. Est-ce que pendant le processus de traduction, vous avez des contacts avec Lucasfilm, Disney ou l'auteur, justement, pour valider la traduction, valider tes termes, ou simplement, gars, j'ai pas compris ce que tu veux dire là. Est-ce qu'il y a une relation avec l'auteur ou avec les instances aux États-Unis? Ouais, alors justement pour ce titre, mais c'est assez fréquent, j'ai quelques petites questions. D'autant que Wikipédia, toujours eux, ont un paragraphe dans leur fiche des romans. Ils ont toujours un paragraphe continuity où ils vont lister ce qui pourrait ressembler à des erreurs de continuité ou des problèmes au niveau du texte. Moi, j'aime bien regarder toujours ça pour voir s'il y a des choses qu'on pourrait nous-mêmes corriger. Si c'est juste des histoires de coquilles, bah, je le fais sans même demander l'autorisation. Enfin, si c'est vraiment dans le livre, il y a écrit à chaque fois d'une manière, et puis il y a une fois où c'est mal écrit, bah, je vais corriger de moi-même. Quand il y a quelque chose d'un peu plus complexe et qui demanderait à ce que la version originale soit corrigée également, là, j'écris à Michael Siglen et à Jennifer Hedel, qui sont les deux personnes responsables de ça chez Lucasfilm Publishing, et je leur pose la question. Il m'arrive très souvent aussi de contacter directement l'auteur quand je le connais. Donc, par exemple, Cavan Scott, George Mann, Claudia Gray, je les ai contactés directement pour leur poser des questions. Mais assez souvent, il arrivait qu'ils me disent « Je préfère que tu demandes à Mike qui confirme », parce qu'il pouvait y avoir des choses qui avaient été corrigées entre la fin de la rédaction du roman et justement pour ces histoires de continuité, c'était vraiment plus important de remonter jusqu'à eux pour qu'on ait une réponse qui soit juste et puis qui puisse ensuite être corrigée également dans la version originale si besoin. Donc, quand tu dis corriger, ça veut dire quoi? Ils sortent une édition 2.0 avec les termes corrigés? Oui, ça veut dire qu'à la réimpression suivante, quand le livre est réimprimé, ce qui aux États-Unis arrive régulièrement, parce qu'ils sont beaucoup plus d'habitants que nous, à la réimpression suivante, et ben, du coup, ils font ces corrections-là. Tu veux dire que pour un même roman, il y a plusieurs éditions? Bien sûr. Et c'est maintenant qu'on nous le dit, amis collectionneurs. Mais si, mais d'ailleurs, quand tu
les grands collectionneurs de livres, souvent, ils essayent d'avoir l'édition numéro 1, le print numéro 1. C'est pour eux quelque chose d'important. Et donc, ils vont chercher. Alors, c'est à la fin du livre où tu peux savoir print numéro 1. Alors, pour les États-Unis, je sais qu'ils font ça. Nous, c'est la date d'impression qui va être indiquée. Et si elle est différente de la date de publication, c'est que ce n'est pas la première. Imprimé la première fois en telle année. Voilà, la date d'impression, si la date d'impression et la date de publication n'est pas la même, c'est que vous n'avez pas la première impression. Après, nous, on fait des réimpressions assez régulièrement, mais pas pour tous les livres. Voilà, c'est pas comme aux États-Unis où c'est systématique. Et donc, qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Oui, donc, on a demandé, j'ai posé des questions là, dernièrement pour En pleine lumière, donc Into the Light, donc, qui est le dernier Wayet de la Haute République, qui va sortir en mars. C'est quoi, Wayet? Young Adult, jeune adulte. Ah. Parce que dans la Haute République, il y a une série jeune adulte et une série adulte qui s'entrecroisent. Et donc, on a le dernier roman jeune adulte de la série jeune adulte qui va sortir en mars et qui est écrit par Claudia Gray. Et là, je n'ai pas écrit à Claudia, même si je la connaissais de QC. J'ai écrit directement à Mike Siglen pour poser des questions. Et certaines choses se sont révélées. Alors, pour certaines choses, il me dit non, c'est bien le texte qui a raison et pour telle raison. Donc, il m'explique tout. Et ensuite, là, c'est bien une erreur. Donc, par exemple, il y a un personnage qui n'était pas du bon sexe. Donc, qui était masculin ou féminin, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, il s'était trompé. Et donc, nous, on a l'autorisation de faire directement la correction et eux, pour les prochaines réimpressions, le feront. Donc là, c'est bien, c'est important que ça soit officialisé. Et pour ce qui est du dernier ordre, on avait 2-3 questions avec Lucille, tu te rappelles, sur des passages où on n'était pas sûr que soit il y avait une coquille ou pas, ou pour bien comprendre une phrase ou un nom qui était donné à tel moment. Et voilà. Et du coup, on a posé la question, là encore, à Lucasfilm Publishing, et on a eu des réponses qui avaient été... La question avait été transmise à l'auteur. Donc là, Kwame Mbalia, je ne le connais pas du tout, donc je ne pouvais pas du tout le joindre directement. Non seulement je n'ai pas son contact, il ne nous donne pas le contact des auteurs. Certains sont sur les réseaux, tu peux essayer de les contacter comme ça. Ça m'était arrivé pour Daniel Ross et Holder, je l'avais vraiment contacté par les réseaux. Mais là, je n'ai pas pu le contacter comme ça. Et en plus, voilà, je voulais avoir le côté officiel. Et là, c'est eux qui m'ont renvoyé en capture d'écran leur échange avec Kwame Mbalia qui expliquait non, c'est bien ça parce que ça. Et donc, c'est toujours très utile, en fait, d'avoir non seulement la réponse, mais aussi l'explication. Et voilà. Donc oui, ça nous arrive très souvent d'être en échange avec les US pour quelques petites questions. D'accord. Et ça me fait tinter. C'est peut-être pour ça, Luce, qu'il y a 2-3 fois, tu m'as demandé des termes ou de récupérer de retrouver des expressions. Ça vient de s'allumer la lumière là. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Bah, alors vraiment pas. Trucs, c'est... Non, non. Moi, j'ai fait ça? Non. C'est parce que tu es tellement bilingue, toi tu regardes en VO, donc tu avais besoin d'un vieux roublard qui ne voit qu'en VF pour avoir... Ah bah non, justement. Je regarde les films et les séries en VO. J'ai pas de problème à entendre et à comprendre de l'anglais. Le lire, ça va. Enfin, lire si c'est pas plus de 3 phrases. Mais c'est parler en anglais où c'est la dyslexie et ma dysorthographie qui fait que ça bug et que je passe mon temps en fait à traduire et les mots ne sortent pas. Mais ça, c'est un autre sujet. Bah tiens, Luce, vu que maintenant tu es à combien? Plus de 10 romans traduits maintenant, non? Oui. C'est quoi pour toi une bonne traduction? Oh là, on part presque dans le philosophique là. Le bon traducteur et le mauvais traducteur. Bon alors, traducteur. Déjà, c'est la base, c'est respecter le ton.
C'est-à-dire que tu peux pas avoir des gens qui vont parler en anglais, par exemple, dans un style très, très ampoulé, genre aristocratie, etc. Et puis traduire en français, wesh gros, ça va. Tu vois, il faut, enfin, je caricature, hein, mais il faut vraiment garder le style d'écriture, il faut garder le niveau de langage, enfin, reste à peu près au même niveau. Après, c'est faire des efforts aussi pour comprendre ce qui se passe et pas faire des raccourcis genre oh, ce bout de phrase là, cette description, je comprends pas, hop, je sabre. Enfin, c'est se mettre dans la tête de l'auteur en fait. Une bonne traduction, c'est quelque chose qui va être fidèle en fait à ce que l'auteur ou l'autrice a voulu expliquer. C'est faire un effort aussi pour parfois localisé, c'est-à-dire que, par exemple, on parlait des jeux de mots, des blagues, tout ça, tu peux pas les traduire mot à mot. La plupart du temps, ça va tomber, à l'eau. Donc il faut pouvoir, adapter et rester dans l'esprit, tout en ayant quelque chose qui soit compréhensible en français et qui marche en français. Mais pour le coup, tu es complètement obligé de t'éloigner de la VO. Après, c'est un peu une question piège ton affaire quand même, quoi. Ah je pose les questions que je veux. Hein. Mais tu as utilisé le bon mot, c'est vraiment l'idée de comprendre. Je pense que c'est Alors, ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais il faut déjà extrêmement bien comprendre ce que dit l'auteur et surtout là où il veut en arriver, enfin là où il veut aller. Et c'est pour ça que parfois, ça peut être en effet très utile de demander à l'auteur à tel endroit, je ne comprends pas bien en fait pourquoi il dit ça à ce moment-là et quelle est son intention. Parce que c'est ça vraiment qui va nous aider à savoir comment choisir nos mots, comment choisir la syntaxe de la phrase. Parce que très souvent, on va reformuler ce que disent les gens ou ce que dit même le narrateur pour qu'on n'ait pas la sensation que ça soit une traduction, mais que voilà, si quelqu'un avait les deux textes côte à côte, il ne pourrait pas dire quel est l'original, quelle est la source et la cible. Il faut vraiment qu'il y ait cette imprégnation en fait dans la langue française qui fait qu'on va peut-être même carrément changer la syntaxe de la phrase pour le dire d'une autre façon, mais qui serait la façon naturelle de le dire pour un Français. Et pour ça, il faut avoir compris profondément ce que voulait dire l'auteur, soit dans son dialogue, soit dans sa narration, pour pouvoir y toucher sans dénaturer, sans être infidèle à l'intention de l'auteur. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir hyper bien compris le texte. Et si il y a un mot sur deux qu'on ne comprend pas, c'est pas possible. Et on ne peut pas non plus utiliser un dictionnaire toutes les 2 secondes. Donc, il faut avoir un bon niveau d'anglais. Ça, c'est... Voilà. C'est la base. Utiliser Google Trad ou d'autres outils comme ça, ça peut faire effet sur quelques phrases, mais ça se verra très très vite sur le long terme. Parce que justement, la machine, elle a aucune notion de l'intention de l'auteur. Et elle ne sait pas vers quoi elle va, d'où elle vient. D'ailleurs, souvent, quand on veut traduire, on met un paragraphe là-dedans et puis débrouille-toi. Mais donc, la machine ne sait pas ce qui s'est passé avant dans le livre, ce qui s'est passé derrière le livre. Donc, forcément, elle va être paumée. Elle ne va pas du tout avoir le contexte. Elle n'a pas le... Oui, voilà, ça, elle n'a pas le contexte. Oui, puis les subtilités de la langue, en fait, parce qu'ils vont traduire des trucs, vraiment premier degré, quoi. C'est surtout sur tout ce qui est expression, tu vois, genre on t'a donné ta langue au chat, c'est un mauvais exemple parce qu'elle marche elle se dit pareil en français et en anglais, mais tu vois, c'est ciel mon mari, sky my husband. Non, ça marche pas, tu vois. Et puis surtout, la machine, elle propose elle fait une seule suggestion, donc elle peut être subtile, essayer d'y avoir une subtilité, mais ça va être une subtilité dans un sens. Il va y avoir forcément un choix qui va être fait. Alors, tu as certains outils de traduction automatique où tu peux voir les différentes propositions qui sont faites. Donc ça peut être, encore une fois, un outil utile pour un instant T sur une phrase qui est... Moi, ça m'arrive de l'utiliser, attention, quand la phrase est complètement imbriquée avec des doubles négations, triples négations et tout, pour être sûr, en fait, pour vérifier, est-ce que j'ai bien compris ce qu'ils veulent dire, que c'est bien dans ce sens-là, machin. Et encore, à prendre ça avec des pincettes, parce que
justement la double, triple négation, parfois la machine va la squeezer et elle va dire l'inverse de ce que ça veut dire. Donc ça peut être un outil pour vérifier, dire ah oui, mais en fait, ça serait bien dans ce sens-là. Et encore, il faut y faire attention parce que, enfin voilà, ils sont pas exempts d'erreur. Donc voilà, le traducteur, en fait, il faut une compréhension. D'outils où tu parles d'IA générative type ChatGPT, Gemini ou autre? Je pense à moi Google Trad. Je pense plus à DeepL qui est l'outil de Lingui. Je sais pas si vous connaissez ces outils-là. Donc je pense que les traducteurs qui de temps en temps cèdent de la traduction automatisée va plutôt aller vers ces outils-là qui sont un peu plus fins que Google Trad ou ChatGPT qui vont être moins avancés. En tout cas, pour l'instant, c'est le cas. Ça reste comme ça. Parce que... à chier, il suffit de regarder un film en VO Oui. sur Amazon. Et même moi, je bug sur des traductions qu'ils ont fait. Ça m'arrache les yeux. Mais encore une fois, parce que de toute façon, c'est une suggestion qui est faite et il peut y avoir la même traduction, enfin le même texte peut être traduit avec 15 traducteurs de 15 façons différentes et chacune peut être valide. Et au-delà de ces 15 traductions valides, tu peux en avoir 15 autres qui sont complètement invalides, mais qui sera des traductions fidèles, de mot à mot. Et donc, il faut bien comprendre qu'il faut qu'il y ait forcément un esprit humain derrière tout ça pour faire ces choix-là. Alors, un esprit humain peut faire des mauvais choix, hein, il peut y avoir des mauvais traducteurs, mais il y a un choix à faire à un moment donné pour justement utiliser la bonne formulation, le bon terme. Et ça, pour l'instant, la machine, elle n'est pas capable de le faire. Il n'y arrive pas. Ouf. Tant mieux d'ailleurs. Ou alors, elle le fait mal. Et donc, en effet, ça peut être quand même utilisé alors, dans des cadres où on se dit que c'est pas très grave, mais si. Enfin, voilà, les sous-titres de séries, c'est l'horreur, quoi, quand tu tombes sur une mauvaise traduction générée automatiquement ou même les notices d'utilisation, des choses comme ça. C'est quand même utile, les notices d'utilisation. Ça sert à quelque chose. Tout petit peu. Juste un tout petit peu. Ah non, c'est moi, pas juste pour faire joli. Ben, on les utilise de moins en moins parce que souvent c'est illisible ou alors il faut les lire directement en anglais. Pour peu que l'anglais soit la langue source, ce qui n'est pas. Oui, parce que quand ça a été traduit en anglais du chinois et après, enfin, ça fait du chinois à l'anglais au français, ouf, c'est violent des fois. Hein. Bon, voilà, donc oui, après, il y a plein de façons d'être bon traducteur, c'est ça qui est très chouette aussi. C'est qu'il n'y a pas une seule façon, et c'est aussi pour ça que la machine ne peut pas y arriver, parce que s'il n'y avait qu'une seule façon, ça serait facile de la mettre dans cette direction-là. Et c'est là où on peut aussi mettre un petit peu sa petite marque, même si on est fidèle, même si on est fidèle à l'auteur et à ses intentions et à son style, et ben, n'empêche qu'on peut reconnaître. Moi, je sais reconnaître une traduction de Sandy, de Julien, de Thierry, de Lucille. Je peux faire la différence en les lisant. Je sais qui aura traduit quoi. On a chacun un peu nos tics de traduction comme on aurait nos tics de langage, en fait. Il y a des mots, on va avoir une prédilection pour certains termes, voilà, parce que simplement on aime bien ce mot-là plus qu'un autre. Des tournures de phrases aussi qui peuvent être un peu différentes, mais voilà, c'est des tics de traduction comme tu peux avoir des tics de langage, en fait. Et c'est ça qui était intéressant aussi du fait de travailler à deux, c'est que alors c'est l'avantage que j'avais sur toi, Lucille, c'est que moi j'avais des traductions à toi et que du coup je me suis fait La Princesse et le Vaurien avant de réattaquer la relecture de ma partie pour me dire bon allez on va repérer, est-ce que voilà t'as des petits tics comme ça que je peux peut-être plus intégrer, me dire je vais traduire plus à ta façon qu'à la mienne pour que au final dans le texte on n'ait pas l'impression qu'il y ait deux traductrices différentes, mais vraiment essayer de faire en sorte de me couler un peu plus dans ta peau pour avoir quelque chose de plus homogène. Oui, c'est la difficulté quand on travaille à quatre mains, c'est qu'il y a un travail d'homogénéisation à faire à la fin qui est un peu complexe. Ce qui est important, c'est de travailler aussi ensemble tout du long, main dans la main. Alors, on s'était créé un glossaire commun en ligne qui nous permettait
d'aller mettre les traductions choisies là où on en était dans le livre, et puis tout ce qui était tutoiement, vouvoiement, l'indiquer tout de suite, parce que ça, si l'une et l'autre on partait sur des choix différents, en fait, c'est l'horreur à corriger derrière. Il n'y a pas encore de machine qui passe de tutoiement au vouvoiement. Enfin, je suis sûre que si, maintenant ça doit être faisable, mais en tout cas, je ne l'ai pas. Et voilà, et donc ça nous permettait puis de réfléchir à des termes nouveaux, comment est-ce qu'on pourrait les traduire. Donc ça, c'était rigolo aussi. Ouais, sur les surnoms, les surnoms. On s'est bien creusé la tête sur les surnoms. Parce que, voilà, en fait, sans spoiler ni rien, mais on parle quand même beaucoup de Stormtroopers qui vont, à la manière des Clone Troopers, en fait, essayer de s'individualiser en se trouvant des surnoms. Donc, on va être vraiment dans ce côté très militaire de surnoms. Je vais pas dire débile parce que c'est pas ça, mais vraiment des trucs que t'appellerais pas tes potes comme ça. C'est vraiment on n'est pas très loin des call signs dans comment dans Top Gun. Tu vois, cette idée d'avoir Goose, Iceman, machin, bah voilà, on est vraiment dans ce truc-là, et donc on s'est un peu pris la tête sur certains, parce que ouais, mais il y avait cette traduction-là, ça véhicule telle idée, mais cette traduction-là, elle en véhicule une autre. Enfin voilà, c'était. C'était un nom vachement compliqué à trouver déjà, parce que ça passait bien en anglais, mais en français, c'était compliqué de retranscrire la même chose. Et donc, non, c'était pas simple. Ça fait partie de ces termes où tu te prends la tête dessus pendant toute ta trad, en fait. Jusqu'à la fin, tu te dis que ça peut changer. Et alors, il y avait ça aussi, c'est que tu avais choisi une version, enfin une traduction pour ce personnage, pour son nom, pour son surnom, et puis tu t'y es habitué parce que tu l'as écrite pendant plusieurs chapitres. Et puis là, moi, je suis arrivée avec mes gros sabots en disant non, ça va pas, il faut en trouver un autre. Et moi, tiens, je te propose ça. Alors forcément, toi, tu étais attaché à l'autre. C'est compliqué. Et puis on en a choisi un troisième finalement, en fin de compte. Encore un troisième surnom, donc il fallait se réhabituer à ce nouveau surnom. C'est ça. Mais après, l'avantage de se dire bon voilà, j'en prends un et puis on verra après, c'est que après tu fais un contrôle F, rechercher, remplacer, et ça, c'est pas compliqué. C'est pas comme les tutoiements et les vouvoiements, ça peut être changé pareil, au dernier moment. Tous les nouveaux termes qu'on a pu mettre dans le glossaire, c'était bon, bah voilà, moi je te propose cette traduction-là, je vais m'y tenir. Et puis après, effectivement, si toi ça te convient pas, on fait un rechercher remplacer, mais au moins tout est balisé, et il y avait une liste de tous les mots qui pouvaient potentiellement te poser souci. Donc après, c'est plus simple de dire bon bah voilà, tel terme, finalement on est parti sur autre chose, pouf, je le remplace dans le glossaire, je le remplace dans le texte, hop, et on n'en parle plus. Mais ça permet de baliser, puis d'échanger aussi au fur et à mesure de la traduction, de dire là, je sais pas, là je le sens pas bien, je comprends pas bien. Parce que c'est à la fin du bouquin, tu te rends compte qu'ils vont faire un jeu de mots c'est un exemple, mais ils vont faire un jeu de mots sur son surnom, et du coup, ce que tu avais choisi ne va plus fonctionner. Et là, tu fais non. Donc, tout reprendre depuis le début. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais, mais il y a justement, c'est ça, au départ, sur ce personnage-là, en fait, au départ, on te balance son surnom, mais on te dit pas pourquoi il a été surnommé comme ça. Donc, il fallait traduire sur le moment, donc j'ai traduit. Mais c'est après, tu as des flashbacks, tout ça, qui t'expliquent que, il s'appelle comme ça parce que si. Là, tu fais, ah ouais, non, je suis pas du tout partie dans la bonne direction, en fait. Mais à l'instant T, la traduction, elle était valide. Mais plus tard, la traduction, elle l'est pas. Donc, tu reviens en arrière. C'est le jeu, j'ai envie de dire, parce que tu découvres, en fait, le texte en même temps que le lecteur, finalement. Et donc, t'as pas un truc avant qui te dit bon au fait, lui je l'ai appelé machin parce que voilà, etc. Non, Petit astérisque. Alors, on vous explique la signification. Non, ça marche pas comme ça. Et heureusement. Pas une explication de texte avant. Non, non, parce qu'il faut. Ce qui est intéressant aussi, c'est que de découvrir le texte au fur et à mesure. Si tu l'as lu avant, t'as des biais.
forcément sur des résolutions, sur des choses comme ça. Moi, je préfère me dire, typiquement, en fait, un truc qui est extrêmement pénible de passer de l'anglais au français, c'est que en anglais, tu as un genre neutre que tu n'as pas en français. Donc, c'est mon petit côté acte féministe gratuit. Dans ces cas-là, je féminise systématiquement. Et je me mets un commentaire dans la marge en disant, attends, là, arbitrairement, tu as choisi un genre parce que pour l'instant, on te dit they ou them, tu sais pas qui c'est. On va voir après si le genre est explicité ou pas. Sachant qu'il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles il n'est pas caractérisé. Ça peut être parce qu'il porte un casque pendant toute la scène, que sa voix est modifiée, donc c'est juste on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Ça peut être parce que ce personnage ne parle pas et il est dans l'ombre, c'est une silhouette, voilà, donc là c'est pareil, on ne sait pas. Ou parce qu'on parle de quelqu'un et qu'on n'a aucune indication sur si c'est un homme ou une femme. Donc c'est plein de situations où on ne va pas traduire de la même manière cette incertitude de genre. Et après, il y a aussi tout simplement le fait que l'auteur parfois il veut pas choisir un homme ou une femme. Et là, on peut choisir nous de manière un peu arbitraire si c'est des personnages qui passent juste une fois comme ça. Pile, c'est un homme, Oui, face, c'est une femme. Ouais, c'est un peu ça, mais si tu veux, il y a des trucs, ça porte pas à conséquence. Je veux dire, le vendeur de glace ou le pilote du bus. Ah oui, il peut arriver aussi que ça soit une espèce où il n'y ait pas forcément de binarité dans les sexes. Il y a ça aussi. Donc, il y a plein de cas différents. Et ça, en effet, tu découvres au fur et à mesure de la lecture. Si c'est un personnage qui vient d'être créé par l'auteur, tu ne peux pas aller te référer aux précédents ouvrages. Donc, c'est pas toujours très simple. Justement, j'ai 2-3 questions qui arrivent là. Alors, la première, Luce, t'as planqué des easter eggs dans ta traduction ou pas? Non. Tu peux chercher tant que tu veux. Moi, j'en ai pas mis. Non, parce que tu peux pas mettre. J'allais dire, tu peux pas mettre des choses. Si, moi, je pense à Sandy Julien dans La Voix de la Duprie, qui nous a quand même mis une jolie petite référence à... Alors, La Voix de la Duprie, non, c'est Julien Bétan, alors. C'est Julien. Oui, Julien Bétan, j'étais pas sur le bon Julien. C'est pas le bon Julien. C'était pas le bon Julien, c'est une chance sur deux. Mais en plus, je pensais Wyatt, donc tu vois, j'ai penché où en fait, il a ce magnifique passage à un moment donné où il a juste inversé en fait la phrase. Enfin, c'était un escalier de fer. Un couloir étroit et obscur, et forcément, en tant que fan d'Ayam, tu as tout de suite, au fond de ce couloir, une porte entrouverte, d'où parvient les accords d'une musique. Et c'est l'intro tirée de 20 000 lieues sous les mers, de Jules Verne, donc, et qui est l'intro, en fait, de l'Empire du côté obscur d'Ayam, qui est leur chanson hommage à Star Wars, que presque tout fan de Star Wars connaît. Et franchement, mais ne pas le faire, ça aurait été une erreur. Ah oui, mais c'était... Parce que c'était tellement... En anglais, c'était tellement exactement ça. La seule chose, c'est que c'est pas un escalier de fer, c'est un escalier de pierre, mais sinon, tout le reste correspond. Oui, ça allait... Je veux dire, tu le vois, et c'était juste magique. Enfin, j'espère un jour pouvoir faire un truc, Star Wars ou pas Star Wars, je m'en fiche, mais tu vois, un easter egg de cette qualité-là. Et pour moi, c'est le chef-d'œuvre absolu de l'easter eggs dans la traduction. Donc, mais pour répondre à ta question, non, enfin, tu peux pas non plus. C'est pas ton texte, tu vois. Tu traduis, t'es pas là pour rajouter des choses. Là, c'était l'exemple de Julien Bétan, c'était parce que la tournure s'y prêtait, c'était juste magnifique. Je reste bloquée dessus, hein, mais c'était tellement. Il fallait le faire, ne pas le faire, ça aurait été criminel, quoi. Exactement. L'autre question que j'ai, c'est quand ta prochaine traduction de roman Star Wars, alors? Ça, c'est la grande chef, il faut dire, demander. Ah, mais sur 2026, on n'a pas encore annoncé grand-chose. Et donc, voilà. Pour l'instant, on a annoncé que les 4 premiers mois, en gros, jusqu'à QC. Et c'est à QC, en général, que j'annonce la suite. Les révélations.
C'est ça et voilà et en plus, ça va être un trimestre, qui va être très, très, très tourné vers la Haute République, vu que ça va être que des titres Haute République. Donc là, les Hautes Républiques, en fait, je les ai refilés à Sandy et à Julien, qui, depuis le début, traduisent et les romans adultes et les romans jeunes adultes. Donc voilà, eux, c'était tout trouvé pour ces titres-là. Mais je ne sais pas, nous verrons. Suspense, suspense. Ah bah, dernière question, parce que là, ça fait 1 heure, on a fait le tour des questions que j'avais à vous poser sur la traduction. Pourquoi est-ce qu'on devrait lire ce livre? Le dernier ordre. Ouais. Alors déjà parce qu'il y a 2 Lucille qui l'ont traduit. Rien que C'est un ça. bon point. 2 Lucille pour le prix d'un. Voilà. Après, c'est un petit roman qui se lit rapidement, qui a pas des grandes, comment dire, ambitions galactiques. Il va pas transformer le paysage de Star Wars, mais il vient répondre à quelques petites questions, moi personnellement, que je me posais par rapport à Finn et Jannah. Donc en fait, c'est un roman qui parle de Finn et Jannah avant l'épisode 7. Donc il y a un petit fil rouge qui se passe après l'épisode 9, mais c'est vraiment un petit fil rouge qui est assez court. Et sinon, les 3/4 du roman, si ce n'est plus, se passent avant l'épisode 7, quand ils étaient l'un et l'autre Stormtroopers du Premier Ordre, et qu'ils ne se connaissaient absolument pas. Donc on a 2 histoires qui se déploient de façon parallèle. Et on va voir qu'il y a un personnage commun, en fait, qui va être retrouvé justement dans le fil rouge post-épisode 9. C'est ça qui va faire le lien. Et voilà. Et en fait, ça répond à pas mal de questions que je me posais sur la formation des Stormtroopers et le fait que Finn, finalement, dans les films, ne semblait pas si matrixé que ça. Enfin, je trouvais ça un peu surprenant qu'on ne développe pas plus ce côté. Il a été enrôlé de force quand il était tout petit. Il a été arraché à sa famille et on lui a fait du bourrage de crâne toute sa jeunesse. Et tout d'un coup, il se retrouve projeté dans la résistance et finalement, il s'y retrouve à peu près sans trop décalage avec le reste du monde. Enfin, je me disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas ce développement-là. Et là, je trouve qu'il y a un petit peu de ça qui est expliqué. Surtout, on nous explique comment fonctionne justement le bourrage de crâne de ces jeunes, comment est-ce qu'ils sont peu à peu formés pour faire leur, en fait, les valeurs du Premier Ordre. Et ça, c'est assez subtil. Je trouve ça assez intéressant. C'est pas bon, vous allez être des méchants et on vous enrôle pour être des méchants. Non, c'est assez insidieux la façon dont les valeurs du Premier Ordre leur sont inculquées. Ils y croient. Et dans ce livre-là, Finn et Jannah sont assez défenseurs, en fait, des valeurs du Premier Ordre, telles qu'ils pensent qu'elles sont. Et de fait, ils sont encore dans un moment où ils sont formés, où ils sont sur le terrain, mais juste pour faire des opérations de surveillance. Enfin voilà, ils ne sont pas encore vraiment dans des zones de guerre. Donc forcément, ils n'ont pas encore eu le baptême du feu qu'ils vont avoir par la suite et qui va déclencher leur décision de quitter le Premier Ordre. Donc voilà, moi je trouvais que c'est un petit roman agréable à lire pour répondre à ces différentes questions-là. Je ne sais pas toi, Lucille, pour quelle raison tu lirais ce livre? Déjà, moi, j'aime beaucoup aimer ce côté, plongé dans le Premier Ordre. Justement, tu as ce côté, glaçant de de l'endoctrinement, à l'extrême, hein. Ils sont persuadés de faire le bien, alors c'est pas sans rappeler, l'endoctrinement qu'on retrouve dans beaucoup de régimes fascistes. On pense aux jeunesses hitlériennes, et cetera. Et en même temps, ce côté glaçant, il est complètement contrebalancé par toutes ces petites scénettes où on va nous rappeler, en fait, que ce sont que des enfants, en fait. Ce sont des jeunes ados et ils vont se comporter comme tels, par moments. Enfin, ils vont oublier, leur insouciance et ça fait beaucoup penser, au monde réel, aux enfants soldats, quand on leur donne un ballon de foot qui se transforme, du tout au tout.
Il y a ce côté, j'en ai parlé tout à l'heure, le côté un peu, Clone Wars, ça je pense que Sylvain ça va bien te plaire parce qu'il y a ce côté camaraderie et en même temps ce côté, on est, effacés tous au sein d'une même individualité qui est le premier ordre, mais on sent que, chaque personnalité cherche quand même à émerger un petit peu, que ça soit par l'attitude, par le surnom, c'est assez intéressant et puis si on regarde bien, il y a quand même, en fond, il y a pas mal de thèmes un peu politiques qui sont abordés par quand même Balia. Donc effectivement, hein, forcément la montée du fascisme et ce côté, emprise du premier ordre sur les jeunes. On a aussi un petit peu en toile de fond une critique du capitalisme. Et justement le premier ordre au chevet, des très puissants, des très riches, ça se voit beaucoup dans l'arc, de Diana notamment. Voilà, puis il y a des scènes qui m'ont, pas mal fait penser à Andor, dans enfin, quand vous serez sur ces scènes-là, je veux pas spoiler, mais vous penserez à la saison 2 de Andor et un arc, en particulier. Voilà, je pense que, on aurait tort de faire l'impasse, sur ce roman parce que justement au niveau de la psychologie des personnages, au niveau des interactions, enfin moi j'ai pouffé de rire, hein, à certains moments sur les dialogues parce que les dialogues sont vraiment très, très bons. Enfin, tu as vraiment les ados, qui se disputent devant toi, hein, quand même Moi, Balia elle a des enfants, j'ai aimé trouver ça, ça se sent. retrouver chez Finn ce côté un peu qu'on a dans les films pour le coup, Mmh. où il est maladroit, et parfois un peu bête, c'est-à-dire ça va être son coéquipier avec qui il s'entend pas du tout au début, donc qui va devoir lui expliquer patiemment comment il a compris telle ou telle chose, et là c'est bien parce qu'il a pas eu peur d'égratigner un peu les personnages. Et Mmh. d'autant plus qu'ils sont, comme tu dis, c'est des grands ados, enfin, voilà, ils sont pas encore adultes, donc il n'y a pas de raison d'en faire des super-héros tout de suite. Il y a encore de l'espace, et puis ça vient correspondre, ça caractérise très bien Finn tel qu'il est. Alors que, par exemple, avant le réveil, Before the Awakening de Greg Rucka, Finn était présenté comme un peu un super-héros. Enfin, voilà, il était bon en Ouais. tout, il était intelligent, fort, etc. Et on ne reconnaissait pas forcément toujours le film des films. Et voilà. Donc là, c'est sympa aussi, parce que ce livre-là, il fait bien le lien entre les deux, entre Before the Awakening, où il y a pas mal de liens quand même qui sont faits, et le film des films. Ouais, puis du coup, en fait, on comprend mieux, en fait, pourquoi il veut à tout prix quitter le premier ordre, quand il rencontre Poe, au début du réveil de la force. Enfin, voilà, il y a un enchaînement, pareil, on comprend mieux Jana. En même temps, Jana, on l'a quasiment pas vue, en fait, mais ça exploite bien le personnage et ça montre bien, en fait, toute leur évolution. Ils se sont pas réveillés un jour en disant: «Je vais déserter». C'est toute une série de petites choses, de petits grains de sable, en fait, dans la machine bien huilée du premier ordre et ça, c'était vraiment très intéressant à lire, à comprendre et puis, ouais, encore une fois, les dialogues On a deux personnages sont vraiment très bons. qu'on retrouve qui sont Phasma et Cardinal, donc qui sont deux officiers de haut rang au sein du premier ordre, et c'est très intéressant de voir l'image que ces personnages ont, enfin la façon dont ils sont adulés par Finn et Jana, et comment ce sont pour eux des modèles. Et en fait, nous qui les connaissons, qui connaissons bien Phasma pour son côté sombre, là, ça montre aussi à quel point elle pouvait être un modèle pour ces jeunes-là. Et voilà, il y a toute une réflexion sur ce que Phasma aurait fait à sa place dans cette situation, et elle cherche à faire comme Phasma aurait fait, et elle va aller discuter avec elle en espérant avoir un conseil de donner, etc. Et Cardinal, qui est ce personnage qui a été introduit dans deux romans, et qui est un Stormtrooper du premier ordre tout en rouge, et qui est au même niveau que Phasma, mais ils sont un peu en opposition l'un et l'autre, et Compétition. ouais, en rivalité. Et en fait, ces deux personnages-là sont très bien caractérisés également. On les voit pas beaucoup, mais
on voit bien à quel point ils sont des éléments pour les plus jeunes dans leur formation et dans leur matrixage, en fait, pour adhérer au premier ordre. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant, parce que si Phasma était juste la grande méchante un petit peu superficielle qu'on pourrait croire, elle ne serait pas arrivée à ce poste-là. Bien. Eh ben, je vous remercie. Merci à toi. Merci Sylvain. Eh ben, c'était Sylvain pour Star Wars en direct. Alors, on vous rappelle, il y a plein d'autres épisodes des poteaux. Donc, la critique de The Last Order a été faite par Francis, Philippe et Jean. Elle est déjà disponible sur nos réseaux sociaux. En parlant de ça, eh ben, vous la connaissez. Hein, rejoignez-nous sur Facebook, sur Blue Sky, sur X, sur Insta, sur Third, tout ça. Mettez la petite cloche, abonnez-vous, et puis à la prochaine. Salut! Salut! Salut!